Institué par les Nations Unies en 1975, le 8 mars est décrété pour célébrer la femme. Une journée internationale en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice. Cette année, la communauté internationale mène la réflexion sur le thème « L'heure est venue ». Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Et le Bénin a voulu bien mener les débats autour du thème « Plus de synergie d'action pour le mieux-être de la femme béninoise ». Des thèmes qui appellent à la réflexion. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur l'émission spéciale 8 mars. Et pour mener la réflexion, nous avons 4 invités sur cette émission. La première, c'est Françoise Atingossou, épouse Elegbe. Elle est ingénieure du développement rural à la retraite, membre du club Zonta International Cotonou. Mesdames, madame, bonjour. Bonjour. Très bien. À sa suite, nous avons Hortense Tchekete, épouse Roubedi. Exact. Elle est post-directrice. C'est ça, non? Mais Roubedi. Mais Roubedi, donc c'est Hortense Roubedi Tchekete. Très bien. Post-directrice, district gouverneur du Zonta International, membre du Zonta Club Cotonou. Bonjour madame. Bonjour. Le seul coq de la basse-cour, c'est bien sûr Nassis Korovi Aza. Lui, il est administrateur de société Sota Bénin, poste-président de Lions Club Cotonou, accompagnant, c'est ça je crois, hein? Non, poste-président de Cotonou le Pilier et compagnon. D'accord, Cotonou le Pilier. Oui. Très bien. Bienvenue sur notre émission. Merci. Il y a celle qu'on ne présente plus, celle qui mène le combat de la femme de tous les temps. C'est bien sûr Madame Vicencia Bokor. Elle est professeure de médecine, directrice générale de l'Institut national pour la promotion de la femme, vice-gouverneur de Lions Club International. Madame Vicencia, bonjour. Bonjour. Merci pour avoir accepté l'invitation. Comme je le disais en titre, nous avons des termes qui appellent à la réflexion. Le 8 mars de chaque année est célébré, surtout pour les droits de la femme. Je m'adresse à vous, Madame Vicencia Bokor, le 8 mars. Tout son sens pour vous, en tant que promotrice de la femme. Merci Madame la journaliste. Le 8 mars, c'est une journée focus sur les femmes. C'est une journée où toute la communauté internationale est invitée à faire un stop, un arrêt pour regarder la vie des femmes, la situation des femmes et y réfléchir et prendre les décisions utiles pour changer ce qu'il a encore à changer. Et je vais toujours rester avec vous. Vous venez de parler de la situation de la femme, celle qui dirige l'Institut pour la promotion de la femme. Quand je vous demande la situation actuelle de la femme béninoise, vous allez me répondre quoi? Et je vais vous répondre que la situation de la femme aujourd'hui au Bénin et malheureusement dans le monde est peu reluisante. D'accord. Et la femme, c'est celle qui a le moins de droits. La femme, c'est celle qui travaille le plus. Vous savez bien ce qu'on dit. Première levée, dernière couchée. C'est celle qui est partout à la fois. C'est la femme aux 1000 bras. C'est la femme qui ordonne, et organise, prépare toutes les activités de la maison. Et en plus, depuis que les femmes travaillent, les travaux domestiques n'ont pas diminué et le travail professionnel s'est rajouté, plus les activités sociales nécessaires à son épanouissement. Donc la femme, c'est une personne qui travaille beaucoup, qui a peu de droits et qui malheureusement jouit peu des fruits, des résultats de son travail. Monsieur l'assiste, vous êtes d'accord avec Madame Vicencia Bokor? Il serait difficile de ne pas partager le point de vue de l'ami gouverneur. Okay. Parce que autant que nous sommes,
Nous observons, nous voyons autour de nous. Nous observons la scène dans nos propres maisons. Quel que soit l'accompagnement que l'homme peut apporter à la femme, d'une manière ou d'une autre, c'est pratiquement elle qui fait tourner la maison pour ne rester qu'à ce niveau. C'est un contraste, c'est un peu difficile. Tous nous parlons des droits de la femme, nous parlons de l'égalité des sexes, nous développons des problématiques, des réflexions, mais dans la pratique, on voit que malheureusement, la femme subit. Très bien. Hortense Mbedi Tchekete, le 8 mars, c'est chaque année, ça se célèbre. Il y a toujours un thème à développer. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, bon, on peut arrêter ça? On ne peut pas dire ça. D'abord, il faudrait voir d'où est partie cette journée. Il faut savoir que cette journée est arrivée, a été commémorée par les Nations Unies dans le contexte des mouvements sociaux, déjà au tournant du XXe siècle. Et c'est parti de l'Amérique du Nord et ensuite en Europe. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Les femmes n'avaient pas le droit de vote, ni d'exercer une fonction publique, ni d'exercer une fonction sociale. Donc les femmes exigeaient du travail, d'avoir le droit de vote, d'avoir une formation professionnelle et aussi d'avoir l'arrêt des discriminations sur le lieu de travail. Et c'est toutes ces revendications qui ont mené les Nations Unies à faire un stop, comme a dit la présidente de l'Institut des droits de la femme, que nous devons nous arrêter et voir maintenant, considérer les femmes comme partie intégrante de l'humanité. Nous sommes 51% et vous voulez le développement et vous laissez ces 51% de côté et vous voulez parler du développement des nations. Donc pour moi, je pense que nous devons tous nous lever et exiger que les femmes, en fait, ne revendiquent que les droits humains. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit à une vie sociale, etc. Très bien. Droit à la santé, vous venez de parler de la demande de la femme à accéder au droit de vote. Ça y est arrivé, mais nous constatons dans le monde en général que très peu de femmes accèdent à ce poste-là, en dehors de quelques-unes en Croatie, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Nous avons quelques femmes qui s'y listent. En Afrique, il n'y a qu'une seule, Ellen Johnson Sirleaf. Peut-être à sa suite, il n'y a pas eu une femme pour la succéder. Je m'adresse à vous, Madame Atingosu Françoise. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas vraiment prête? Les femmes ne sont pas vraiment prêtes, ou c'est parce qu'il y a cette volonté, le manque de volonté politique pour accompagner la femme? Merci, Madame. D'abord, je reviens un peu en arrière pour répondre ou bien ajouter à la réponse de mon confrère en disant que les hommes sont conscients de la capacité et du rôle des femmes. Ils le savent très bien. Mais peut-être que c'est une crainte pour laisser la femme à accéder réellement à son pouvoir, à ses capacités, à les mettre en œuvre. Pour revenir un peu à ta question, je dirais qu'il y a les pesanteurs qui limitent cette volonté, qui limitent ce pouvoir qui est réel en la femme. Ces pesanteurs limitent la mise en œuvre de ses capacités. Voilà ce que je peux oui, nous ramenons au Bénin. Au Bénin, on a comme l'impression que les femmes existent très peu en politique. On n'a que 3 au gouvernement sur les 28. À l'Assemblée, il n'y a que 7. Malgré cette volonté des femmes, on les voit faire cette lutte, ce combat. Elles sont souvent utilisées comme échelle pour grimper. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour remédier à cela? Bon, disons que les réseaux sociaux, les groupes sociaux ont commencé. Il y a la sensibilisation. Et cette sensibilisation ne doit pas se limiter seulement aux femmes. Parce que
ces actions politiques ou même administratives, c'est avec les hommes. Et ils ont des stratégies pour compliquer la situation à la femme. Les réunions politiques, la prise de décision. Vous savez à quelle heure ça se prend? Tard dans la nuit. Tard dans la nuit. Et ça, c'est des stratégies qui ne facilitent pas la situation aux femmes. Donc, il faut sensibiliser aussi bien les hommes que les femmes pour accéder à ces prises de décision. D'accord. Madame Vitissia, vous faites beaucoup de choses en faveur de la femme. À travers votre institut, il y a eu tellement de programmes. Aujourd'hui, dans votre position, quand vous voyez le combat que vous avez mené, qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur un peu les explications sur la place de la femme en politique, en général et au Bénin en particulier. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la femme en politique au poste nommé. Et il y a les postes électifs. Donc, les nominations dépendent de la volonté politique du gouvernement ou de l'exécutif du moment. À titre d'exemple, actuellement, nous avons 4 femmes ministres. Or, nous avons dans un passé récent eu jusqu'à 9 femmes ministres sur un gouvernement de 24. Donc, on a frôlé les 30%. Et ça ne nous a pas empêché qu'on retombe à moins de 7% actuellement. Donc, d'abord, il faut réellement une volonté politique des gouvernants pour mettre les choses en place. Maintenant, il y a sur les postes électifs. Les femmes ont un combat terrible à faire dans ce domaine-là. Parce que malheureusement, dans notre pays, la politique est devenue non pas un débat d'idées, mais un positionnement social. Et on n'y va plus pour défendre des idées, on y va pour se faire une place au soleil. Donc, vu comme cela, les postes électifs, députés, conseillers maires, conseillers communaux, etc., deviennent des tremplins pour les gens et chacun se bat pour être à la plus belle place. Dans ce combat, les femmes qui restent pratiques, c'est l'une de leurs caractéristiques, ne se sentent pas. Beaucoup commencent la politique, mais beaucoup arrêtent très vite parce qu'elles se rendent compte que le milieu politique est un milieu violent, où la méchanceté, j'allais dire, la mesquinerie, tout est utilisé pour avoir des places. Elle parlait tout à l'heure des stratégies. Bien sûr. Les réunions politiques tardives, les femmes peuvent également aller aux réunions politiques tardives, c'est pas ça. Si vous imaginez que le jour, on fait une liste électorale, ça m'est arrivé de faire une liste électorale pour des élections. J'étais chargée de cela. La liste que nous avons tous concoctée, au moment d'aller la déposer, les noms ont été changés entre le moment où on est parti du lieu de travail et l'arrivée à la Sénat pour déposer les listes. Et ces noms qui sont changés, figurez-vous que c'est bien souvent des femmes. Ce n'est pas seulement les femmes, mais il y a aussi les hommes, mais bien souvent les femmes. Et puis, notre système électoral ne favorise pas les femmes parce qu'il faut être à des postes en première position sur les listes électorales pour être éligible. Alors, comme ce sont les hommes qui tiennent le domaine politique, ils ne veulent pas lâcher. À titre d'exemple, je vais dire quelque chose de très concret. L'Assemblée a fait un colloque sur le positionnement des femmes en politique et en particulier à l'Assemblée. Et ce qu'ils ont trouvé à nous donner, c'est un certain nombre de places, mais rajouter à ceux qui avaient déjà. Nous avons 83 députés. Ils se proposent de nous en donner, c'était 20 et puis c'est passé à 16, je crois, mais qui serait rajouté aux 83. Ma lecture de ceci est
conforme à ce que je viens de dire. Ils ne veulent pas nous donner de la place. Ils veulent bien que nous arrivions à condition qu'on augmente le nombre de députés, mais il n'est pas question que nous arrivions en compétition avec eux. Les 83 places-là sont réservées aux hommes. C'est ce que ça veut dire pour moi. Donc, c'est pour stigmatiser ce que je disais tout à l'heure, que les hommes ayant pris le domaine politique... Ils étaient là bien avant nous. Voilà. Même s'ils comprennent, comme disait mon ami tout à l'heure, s'ils comprennent que nous avons du potentiel, que nous pouvons le faire, etc., c'est au détriment de leur propre positionnement. Donc, ils ne sont pas encore prêts à faire ce n'est même pas à accepter que nous, de céder un peu de place pour que nous venions, ne serait-ce que pour pouvoir prouver ce que nous savons faire. C'est un long débat. Je ne vais pas monopoliser la parole, donc on va s'arrêter. Cela revient à dire que la femme doit bousculer les lignes. Parce que les hommes ne sont pas prêts à céder. Il va falloir que les femmes vous bousculent. Monsieur Nassis. Avec beaucoup d'intention que j'ai suivi l'intervention de l'ami gouverneur. Et ça m'a fait sourire. Parce que, en fait, la société est composée d'hommes et de femmes. Oui. Et tout le temps, c'est soit au détriment de la femme, en faveur de l'homme, et vice-versa. Oui. Mais en réalité, qui dirige la société? C'est à ce niveau que se situe le débat. Nous savons que ce sont les femmes qui dirigent la société. Mais nous parlons Ah de oui? politique ici. Non, je viens. Même si c'est en politique, nous savons que ce sont les femmes qui dirigent la société, qui regardent les hommes. Exactement. Et là, non, c'est une réalité. Tous nous la vivons. Le monsieur, il a beau être le premier responsable, il est coché par madame. Qu'on le veuille ou non, c'est une vérité. Et là, vous voulez diriger à la maison et encore vous imposer sur la place publique. Je crois que la nature même a su faire ces choses. Non. Là, on n'est pas du tout d'accord avec vous. Non, je suis pas du tout non, je d'accord. suis conscient, vous ne pouvez pas être d'accord, mais c'est une réalité. Mais, Et vous savez, Madame Hortense. oui, parce que vous avez parlé tout à l'heure des différents pays où on ne voit pas des femmes à des postes de responsabilité. Il y a au moins un seul pays, le Rwanda, qui a pris une volonté politique. Et la présidente disait tout à l'heure, Madame Bokor Vicencia disait, il faut une volonté politique. Vous savez que dans ce pays, à la fin du génocide, il y avait 70% de la population qui était constituée de femmes. Et après cela, les gens, c'est vrai, il a fallu prendre des actes. Et actuellement, 30% des postes, des postes au Parlement sont occupés par des femmes. Et les femmes, moi j'ai une documentation là-dessus, Madame Nelly, vous pouvez aller, je peux vous l'envoyer, vous allez voir comment les femmes ont réussi à faire respecter la parité. Nous ne demandons pas la parité, mais comment dire qu'au foyer, nous avons déjà le pouvoir et qu'au Parlement, dans la vie publique, nous ne pouvons pas avoir le pouvoir. Nous ne demandons pas le pouvoir, nous demandons juste une parité. C'est-à-dire, je suis une fille, j'ai droit à aller à l'école, j'ai droit à aller à l'université, j'ai droit à assumer mes droits publics, j'ai droit à une bonne santé, comme l'homme. C'est vrai, ce qu'il a dit dans un premier temps où j'étais d'accord avec lui, c'est que dans le foyer, si je décide aujourd'hui de faire grève, mes enfants vont être, mon mari et mes enfants vont être complètement déboussolés parce que c'est moi qui sais qu'est-ce qu'il faut manger. C'est vrai que le bonhomme le mari donne la popote. Bon, voilà, à la fin du mois, tiens la maison pour le mois. Mais c'est elle qui organise. Mais c'est elle qui organise l'organisation de la maison, même quand vous avez des employés qui vous aident. Il faut organiser ci, il faut faire ça. L'homme, qu'est-ce qu'il fait le matin? Il se lève, il prend son sac, son costume et il s'en va. Madame Vicencia, c'est impatiente, vous avez quelque chose à dire rapidement? Je voulais dire que nous rentrons dans le vif du sujet. Et tout le débat est là. Tout le débat est là. Et en fait, au Rwanda, les génocides, puisque
Madame Tchekete a parlé du Rwanda, le génocide a permis à la société de se rendre compte des capacités des femmes. Elles ont été obligées de prendre les rênes et ça a permis de voir qu'elles étaient aussi capables. Parce que les hommes étaient au front. Donc, Et aux morts. voilà. Ou mort. Et aujourd'hui, elles sont 56% au Parlement. Et le système est très simple. Il y a un quota de postes réservés aux femmes où les femmes sont élues simple par les femmes. Et il y a une élection générale où hommes et femmes participent encore. Au finish, il y a des femmes qui sont d'emblée élues par les femmes. Et puis il y a un certain nombre de femmes qui ont participé aux compétitions. C'est les 4-5 que nous avons aujourd'hui au Parlement. C'est vrai que c'est plus que ça. Elles sont environ 30% à peu près des élus dans le quota général qui se rajoutent aux autres. Donc elles sont entre 54 et 56% suivant au Parlement rwandais. Mais c'est un exemple sur lequel nous devons nous appuyer pour capitaliser un peu ce que les femmes peuvent apporter. J'aurais fini avec le Rwanda pour dire que lorsqu'on va là-bas, on se rend bien compte que le fait que les femmes aient pris le pouvoir a changé la manière de diriger le pays. On parle de Kagame, mais en fait c'est tout l'appareil qu'il y a derrière. Je donne un exemple. La femme qui est au pouvoir, elle est députée ou elle est directrice de société, c'est elle qui prend les décisions. Lorsqu'elle arrive dans la société, tout son entourage adhère à ce qu'elle a dit, parce qu'elle n'a fait que traduire ce que la base souhaite. Donc il n'y a plus cette dichotomie entre les gouvernants décident pour une population. La femme est vraiment dans la population, elle est la population. Donc elle sait porter les besoins de la population. Ce que parfois nos hommes ne savent pas toujours faire. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de nous à leur côté, pour prendre les décisions qui impactent tout le monde et pas seulement eux les hommes. D'accord. Et aussi l'avantage, si vous permettez, l'avantage d'avoir des femmes, une majorité de femmes ou d'avoir la parité au Parlement, c'est de permettre aux femmes de voter des lois qui vont changer et impacter sur la vie des femmes dans la société. D'accord. Parce que les hommes, sur leur piédestal là-bas, ne regardent pas et ne prennent pas en compte toutes les souffrances. Ne voient pas toujours. Ne voient pas toujours tout ce que subissent les femmes dans la société. Voilà. Très bien. Je vais m'adresser à vous, Madame Françoise Atingosu. Ici au Bénin, quand on parle de quotas, les gens se disent, bon, quand on parle de quotas, c'est une voie de facilité pour la femme. Réserver un tel nombre de postes à la femme, c'est déjà lui accorder des faveurs parce que la femme est caricaturée plus souvent que dès qu'elle accède à un poste, c'est parce qu'elle a eu à avoir les faveurs de la part de quelqu'un où le quota au Bénin, ça dérange. Merci, madame. Et le quota au Bénin, ça dérange. Ça dérange énormément parce qu'on connaît la capacité de la femme. On sait la capacité de la femme. Et quand on sera en grand nombre à côté des hommes, il y aura beaucoup de bouleversements. C'est en quelque sorte une manière de protéger leurs intérêts. On ne veut pas, c'est-à-dire, satisfaire à ce besoin de quotas qu'on a toujours demandé pour mieux se positionner et mieux organiser la vie politique et économique à leur manière. Oui. Alors que cette manière de faire ne permet pas de résoudre le problème d'équité. Parce qu'en fait, c'est l'équité, satisfaire l'équité entre hommes et femmes qui est le problème. Mais quand la femme ne participe pas, n'est pas au niveau de prise de décision, ça pose toujours problème. D'accord. Narcisse Kaoviaza, je reviens toujours sur cette question de quota. Parce que vous pensez que la femme, dès qu'elle accède à un poste, c'est parce qu'elle a eu des faveurs. Puisque les hommes sont que des méritants. Pas tout à fait. Sinon, c'est peut-être l'occasion de tirer chapeau à une grande dame. C'est ma maman.
C'est ce qui fait que je suis à l'aise quand je discute avec les femmes. D'accord. Puisque je l'ai vu à l'œuvre. Et la discrimination positive, je suis entièrement pour. C'est ce qui pourra aider vraiment la femme. Ça, c'est sincère. Tout à l'heure, elles ont pris l'exemple du Rwanda. D'accord? Mais moi, je veux prendre l'exemple des pays scandinaves, des pays de l'Europe du Nord, D'accord. où les hommes sont entre griffes, martyrisés de l'autre côté. Parce que les femmes ont le pouvoir. Ah oui. Et là, c'est un grand problème. Et nous sommes regardant sur ces deux États, autant ce qui se passe au Rwanda que dans les pays de l'Europe du Nord. Où de l'autre côté, les femmes sont plus ou enfin les femmes, les hommes sont plus ou moins bien traités. Et de l'autre côté, ils sont là seulement pour faire les enfants. Et après, on dit, bon, quitte la maison, ainsi de suite, et tout ce qui s'ensuit. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, parce que j'ai vécu là-bas. D'accord. Oui, non, c'est une réalité. Bon, en fait, pour ce qui concerne le Bénin, qu'est-ce que nous pouvons faire? Autant, je ne dirais pas, bon, allons à l'école du Rwanda, parce que de toutes les façons, il n'y aura pas de génocide au Bénin. Ça, j'en suis certain. Et de l'autre côté, je ne saurais prendre l'exemple des pays de l'Europe du Nord. Mais je voudrais m'appuyer sur l'histoire de mon pays, sur les réalités sociologiques du Bénin. Nous savons que dans notre pays, il y a eu les Amazones, qui ont été de braves femmes, qui nous ont laissé des exemples palpables. Sur cette base-là, pourquoi ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, parler simplement d'une certaine discrimination, même pour ce qui concerne les élections? C'est une volonté politique. Oui. D'accord? Les politiques doivent pouvoir nous dire, bon, au vu de certaines considérations, nous attribuons tel nombre de places à la femme, et puis le débat est clos. Est-ce que ce n'est pas le régime patriarcal dans lequel nous sommes qui fait que la femme est reléguée au second rang, Madame Hortense? Oui, c'est les pesanteurs traditionnelles, sociologiques. Mais moi, je suis très heureuse et je suis fière. Je remercie mon père qui a voulu que, bon, j'aille à l'école et chez nous, il n'y avait pas de discrimination. Les garçons et les filles avaient accès à l'école et je crois qu'il y a, dans beaucoup de familles, ça se passe. Mais il faudrait qu'on explique de temps en temps, peut-être à nos parents des villages, où les enfants, une fille aller à l'école est une perte. Envoyer une fille à l'école, c'est une perte parce que elle va pas ramener quelque chose à la famille, elle ira chez un homme, et puis donc du coup, on dit non, elle va pas à l'école. Donc c'est le garçon qui a priorité. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2018, il faudrait qu'il y ait cette volonté politique qui amène, et ça se fait déjà, qui amène les parents à envoyer les enfants à l'école, tous les enfants à l'école jusqu'à l'âge au moins de la fin du cours primaire. Ces pesanteurs continuent dans des familles et puis quand vous voyez une femme qui est mariée, on dit bon, aïe donc c'est tout nous mais bon, tu vas là-bas, tu dois obéir. C'est-à-dire que tu dois être soumise totalement. Parce que c'est l'homme qui est le chef de famille. Mais à côté, il faudrait voir tout ce que la femme apporte aussi à la vie de la communauté, à la vie de sa famille et pour elle-même. Et moi, je voudrais, si vous permettez, revenir sur le point des objectifs du développement durable. Vous savez qu'à un moment, les Nations Unies ont décliné en 17 points. Parce que nous disons que nous sommes pauvres, nous sommes en voie de développement. Et puis, on dit non, la partie là qui est femme, elle ne va pas participer. Nous, aux ONTA, nous avons pris le 5e point. Bon, je ne vais pas tout citer, mais il y a, premier point, pas de pauvreté, pas de faim, la bonne santé, le bien-être, éducation et de qualité. Le 5e point, c'est égalité entre les sexes. Et ensuite, eau propre, énergie propre, travail décent, jusqu'au 17e. Donc, vous voyez que tout ça, c'est un ensemble
qui va nous permettre d'aller vers le développement. Mais déjà, si vous prenez le 5e point, égalité entre les sexes, et que vous dites, ah, ça là on met de côté, mais vous n'allez pas arriver. Tout ça, on regroupe ça ensemble, on pourra parler de l'autonomisation de la femme. Et là, je m'adresse à vous, Madame Vicesia Bokor. Les objectifs, l'un de vos combats, c'est de permettre à la femme béninoise d'être autonome. Et malgré ça, malgré ces luttes, on est encore là aujourd'hui, 8 mars, à discuter de comment aider la femme à devenir elle-même. Oui, merci beaucoup. Vous voyez, l'autonomie, elle est de plusieurs formes. L'autonomie prend plusieurs formes. Il y a l'autonomie financière. Et la question de l'autonomie financière, je crois que même si les femmes restent les plus pauvres dans la société, elles arrivent peu ou prou à se débrouiller. Vous savez, ce sont elles qui vendent l'eau au bord des routes, hein, même si on les a cassées. Ce sont elles qui vendent à taille et TV. Donc, ce sont elles ont le génie, et ça, je les admire beaucoup, de toujours tout faire pour essayer la majorité. Parce qu'il n'y a pas d'exception. Il n'y a nulle part où il n'y a pas d'exception. Donc, la majorité a le génie de pouvoir de s'arranger pour subvenir aux besoins prioritaires. Maintenant, le reste, c'est l'autonomie intellectuelle. Et l'autonomie intellectuelle, c'est ce qui vous permet de dire ce que vous êtes, d'affirmer ce que vous êtes, de participer à la société, de participer dans votre communauté, d'être présent dans votre communauté. Et cette autonomie-là, malheureusement, est difficile à obtenir dans le contexte. Et tout à l'heure, on a parlé de discrimination. Vous savez, un des objectifs développement durable, c'est justement que nul ne soit laissé pour compte. Donc, toutes les femmes et tous les hommes doivent pouvoir bénéficier de tout ce qui est disponible pour la société. Donc, cette autonomisation-là, nous devons continuer à la rechercher. Déjà, on en a à l'école, en mettant les filles à l'école, en les maintenant à l'école, et nous travaillons à l'Institut beaucoup sur ça, et en particulier avec les jeunes filles, leur apprendre le leadership, et pouvoir s'exprimer, pouvoir dire ce qu'elles pensent, ne pas avoir peur d'être rabrouée, ne pas être trop timide. Ce qu'on nous apprenait avant, raser les murs, ne pas parler. Aujourd'hui, on doit leur apprendre à s'exprimer, à défendre leurs idées. Et donc, nous travaillons beaucoup avec les femmes, et le Lions Club aussi fait la même chose, parce que nous avons ce que nous appelons les Léo, et il y a beaucoup de filles dedans. C'est leadership opportunity, leadership experience opportunity, donc la possibilité de leadership, d'expérience et d'opportunité pour les jeunes, et nous les encadrons et tout. C'est très très important. Toutes les générations qui viennent les générations qui nous ont suivis ont manqué de cette partie-là, parce qu'il n'y avait plus les mouvements de jeunesse qui nous apprenaient à nous-mêmes. Et donc ça a disparu avec la révolution, et il y a toute une frange de la population qui n'a pas eu la chance de pouvoir faire ces choses-là. Donc je crois que l'autonomisation, c'est important, la volonté politique, c'est important, mais aussi, 2 mots avant que je me taise, parce que j'ai la parole, pour dire que la Cour constitutionnelle a rejeté notre loi sur a décrété au moment où on a défendu la loi sur la parité, en disant que c'était anticonstitutionnel parce que on ne pouvait pas faire de discrimination positive et que c'était une forme d'inégalité, ce qui n'est pas vrai. Il va falloir qu'on s'asseye et qu'on démontre que ce n'est pas vrai. Si, j'ai des chiffres ici, les études, le Forum mondial de 2016 a dit que si on laisse les choses en l'état, l'égalité et donc la parité dans tous les domaines sera obtenue en l'an 2186. Personne ne serait encore de ce monde. 21, retenez bien le chiffre, 2186. Si rien n'est fait, nous aurons un semblant d'égalité je ne sais même pas dire l'année, en l'an 2186, c'est-à-dire dans 170 ans au moins. Donc nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Cela appelle à une synergie d'action, et cela me ramène à notre thème. Le thème retenu cette année, c'est
plus de synergie d'action pour le mieux-être de la femme béninoise. Là, je m'adresse à vous, Madame Françoise Atigosso. Plus de synergie. Nous sommes nombreuses, 51 voire 52% de la population. On est appelé à être dans un réseau pour faire le combat. Oui. Et comme vous le constatez maintenant, nous sommes ici, il y a plusieurs clubs déjà. Il y a le Zonta Club, il y a le Lions Club, il y a vous-même. Je fais mon job. Et cette synergie d'action doit vraiment être accentuée à tous les niveaux, au niveau des partenaires au développement, au niveau de la société civile et au niveau des acteurs politiques et administratifs, pour que l'impact soit visible. Nous devons faire une synergie d'action de tout ce que nous devons entreprendre. Parce que, quand on le constate, tel groupement ou bien tel réseau organise telle action ici avec un petit groupe, de l'autre côté, ça dit, en le faisant de cette manière, l'impact n'est pas appréciable. Donc nous devons, nous les acteurs qui interviennent dans ce domaine, nous devons concentrer notre action, notre domaine d'intervention et choisir des secteurs clés. Nous devons intervenir pour que le résultat soit palpable. Des secteurs clés, plein de choses à faire. Monsieur Nassis Kofi Azar, Kofi du Voice Azar, vous m'excusez. Quand on parle du 8 mars, les réflexions, c'est souvent les femmes de la ville, les femmes urbaines qui parlent français, elles sont intellectuelles, mais celles qui sont dans nos villages, hameaux, tout ce que vous voulez, au fin fond du Bénin, comment peut-on les impacter à travers cette journée-là? Et c'est en cela que je remercie tous les amis du Lions Club, enfin des autres clubs de service en général. Parce qu'au moins ce mouvement nous permet de ne pas nous accentuer uniquement sur les femmes urbaines, enfin, qui sont dans les villes. Ça nous permet de descendre aussi dans nos villages, d'être en contact avec ce qui se passe de l'autre côté. Et je crois que beaucoup d'actions sont menées pour venir en aide à nos braves femmes des contrées éloignées et des villages. Le tout passera surtout par l'éducation. D'accord. Par l'éducation, oui. Il faudrait nécessairement une éducation à la base. Tout à l'heure, notre ami gouverneur parlait de... elle parlait de... Léo. Oui, des Léo. Voilà, c'est un bon exemple. Puisque quand vous observez, regardez au niveau même des écoles, la proportion des filles qui arrivent à accéder à l'université par rapport aux garçons. Oui. Ça fait une pyramide. Là. Voilà. Au début, c'est-à-dire au niveau du cours primaire, elles sont nombreuses, mais déjà au niveau du collège, ça commence pas à diminuer jusqu'à ce qu'on atteigne. Ça va faire. Oui, donc ça donne à réfléchir. Ça veut dire que le tout passera surtout par l'éducation, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il faudrait qu'on amène effectivement la femme à prendre conscience de son rôle dans la société. Parce qu'une femme quand même qui est à l'aise, parlons terre à terre, une femme qui est à l'aise, c'est la société aussi qui se porte bien. D'accord. Oui. Monsieur Saboko, la femme rurale, comment l'impacter? Alors, vous touchez un point qui me tient beaucoup à cœur. C'est dans le cadre de mon travail à l'Institut, nous mettons un point d'honneur à travailler surtout avec les femmes rurales. Vous savez, les femmes rurales en quelques chiffres. Les femmes rurales, c'est 65%, si mes souvenirs sont bons, des actifs dans l'agriculture. C'est-à-dire que ce sont elles qui tiennent l'agriculture. Elles ont moins de 15% à être propriétaires de leur terrain. Les femmes rurales, ce sont elles qui sont spécialisées dans les cultures maraîchères, dans l'élevage, dans le petit élevage, pour ce que nous consommons tous les jours. Donc les femmes rurales, c'est le maillon essentiel de notre vie quotidienne. Et malheureusement, rien n'est fait
en direction spécifique de ces femmes. Mieux, elles sont organisées dans des associations. Et ces associations, nous mettons un point d'honneur à travailler avec ces associations de femmes agricultrices. Et en leur faisant des renforcements de capacités pour la gestion de leurs petites entreprises, etc., etc. Vous savez, je suis heureuse que le thème international ait mis cette année. L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Oui, d'accord. Donc, mais bon, pour moi, le urbain est presque de trop. On aurait pu s'arrêter aux femmes rurales. Et je suis sincère. Parce que les femmes rurales, c'est le plus grand nombre. Les urbaines, c'est bon. Si on exclut celles qui viennent grossir les rangs pour les petits boulots et qui seraient bien mieux dans les campagnes si on les aidait, ce sont elles vraiment qui sont le maillon important dans notre société. Et il est juste, simplement, c'est le droit simplement à l'égalité de pouvoir bénéficier comme toutes les autres femmes. Déjà, les autres femmes n'en bénéficient pas de beaucoup. Déjà, si elles en plus bénéficient encore moins. Donc, je suis entièrement d'accord. Il faut que nous mettions, je mets les deux thèmes, le thème international et le thème national, je les mets ensemble pour dire nous devons avoir plus de synergie, d'action pour aider les femmes rurales, pour pas seulement les activistes, mais toutes les femmes rurales, pour impacter beaucoup, le maximum de femmes rurales. Et je souhaite que cette année, les actions qui seront menées, parce que le 8 mars, c'est aussi ça, on se donne des objectifs jusqu'au 8 mars prochain, c'est de faire le choix d'actions concrètes, c'est pas seulement des paroles, des actions concrètes qui vont impacter positivement cette frange de population de femmes qui sont dans les campagnes. Et nos mères et sœurs qui sont là-bas. Au-delà du 8 mars, nous avons à faire, Madame Ottons. Oui, au-delà du 8 mars, nous avons à faire. En fait, le 8 mars, c'est une journée stop pour faire la liste des réalisations et voir ce qui reste à faire. Donc, d'ailleurs, les Nations Unies aussi ont dit les nouveaux objectifs du développement durable, c'est de 2015 à 2030. Donc, on va après s'arrêter pour dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a réalisé, quelles sont les nouvelles problématiques que nous pouvons mettre en place pour que ce développement continue. Donc, pour revenir à l'action, au nouveau thème et à tout ce qui se fait déjà, nous, au Zonta Club, on est une association qui travaille pour l'autonomisation de la femme, des filles et des femmes, par le plaidoyer et par le service. C'est-à-dire, le service, nous faisons ce que je fais aujourd'hui, c'est le plaidoyer pour que toutes les femmes puissent avoir l'accès aux droits humains. Et le service, c'est que nous allons dans les villages, nous avons pas mal d'actions que nous faisons. Par exemple, l'année dernière, vous savez qu'il y a des femmes, excusez-moi, qui pètent les plombs dans leur foyer parce qu'elles sont brimées, parce qu'elles n'ont pas accès à tout au bien-être social. Et donc, ces femmes deviennent folles. Nous, on a identifié une association qui s'occupe de ces femmes-là et on a construit des dortoirs pour qu'elles soient à l'aise parce que si vous les voyez, bon, elles sont dans de mauvaises conditions. D'un autre côté, nous aidons aussi les femmes à s'autonomiser dans les villages en les regroupant et en leur permettant de diriger elles-mêmes leur groupement. Mais vous savez ce qui se passe quand on va dans certains villages? On a mis en place, par exemple, une machine pour moudre le manioc et pour faire du gari, les organiser, et les hommes ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est nous qui allons gérer. Donc, nous allons être votre patron et vous allez amener vos maniocs et nous. Mais on a dit non. On a dit non, ça ne peut pas se faire parce que ce sont les femmes elles-mêmes, elles ont la capacité de le faire, c'est elles-mêmes qui doivent le faire. Donc ce thème vient à bon point et nous allons travailler pour et voilà. Conclusion,
les femmes sont capables. Nous sommes en train d'aller au thème de notre émission. Nous allons rapidement faire un tour de table. Un tour de table pour célébrer la femme. Nassis Koovi Aza, le 8 mars, votre message à l'endroit des femmes. Le 8 mars, journée exceptionnelle dédiée à la femme. J'aurais souhaité que nous observons effectivement une pause pour réfléchir sur la condition de la femme béninoise en particulier et d'essayer de transformer toute cette dynamique-là en action. Tout ce qu'il y a autour, tout ce que les tapages qu'il y a, que nous puissions les transformer effectivement en action afin de tendre au moins vers l'autonomisation de la femme. D'accord. Madame Françoise Tingossou, votre mot de fin. Le 8 mars, c'est un jour de réflexion, de bilan et d'action à entreprendre pour impacter effectivement les femmes. J'aurais souhaité demander aux politiciens de mener des actions efficaces, pratiques en direction des femmes. D'accord. Hortense Ngweji Tchekete. Oui, le temps est passé très vite. Je voudrais dire en cette journée, demander à nos hommes, à nos époux de prendre conscience de ce que c'est que les droits des femmes et de nous aider à permettre aux femmes d'arriver à un épanouissement, ce qui va faire avancer le foyer et la nation. Madame Cécile Bokor, vous avez... Merci. 10 secondes. Oui, 30 secondes. Je voudrais d'abord souhaiter bonne fête aux femmes. Je voudrais m'adresser à notre gouvernement pour lui demander de saisir l'occasion de ce 8 mars pour réellement mettre dans son programme des lignes d'action en faveur de l'égalité et du droit des femmes. D'accord. Merci à vous, Madame Vicentia Bokor. Vous êtes professeure de médecine, directrice générale de l'Institut national pour la promotion de la femme, vice-gouverneur de Lions Club International. Sur ce plateau, nous avons eu Monsieur Nassis Koovi Aza. Lui, il est administrateur de société Sota Bénin, président du Lions Club Cotonou Le Pellier. Hortense Ngweji Tchekete, post-district gouverneur de Zonta, past district gouverneur de Zonta International, membre de Zonta Club Cotonou, et Madame Françoise Atigossou, épouse LEGB, ingénieure du développement rural à la retraite. Elle aussi, elle est membre du club Zonta International. Là, nous sommes à la fin. Nous avons célébré la femme à travers une réflexion. Merci de nous avoir suivis.